On va accueillir maintenant, avec beaucoup de plaisir, là encore des questions spécifiques pour les maladies rares. On va accueillir le docteur Naïm Bouazza, qui travaille à l'URC de Necker. Comment appliquer des nouveaux protocoles de recherche clinique dans les maladies rares. Il va falloir avoir des idées. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci. Alors bonjour à tous. Effectivement, je vais essayer de vous présenter ce topo sur la méthodologie des essais cliniques dans les maladies rares. Donc je vais essayer de tenir les délais qui sont assez courts. Donc je suis effectivement Naïm Bouazza, je travaille à l'unité de recherche clinique au sein de l'hôpital Necker. Et comme vous le savez, c'est un centre qui regroupe plusieurs centres de maladies rares. Et donc c'est notre quotidien de répondre à ces questions, de savoir comment on évalue un traitement avec ces contraintes de petits effectifs dans les maladies rares. Donc, pour commencer juste brièvement, donc effectivement, les maladies rares présentent des défis en termes d'essais cliniques. Alors, évidemment, en termes de recrutement limité, d'hétérogénéité des populations, donc ce qui peut compliquer parfois les critères d'inclusion et d'évaluation dans ces maladies rares, et puis également le fait que les patients soient géographiquement dispersés. Le principal reproche qu'on fait aussi dans les essais maladies rares, c'est le manque de groupes témoins et de groupes contrôle. Et donc finalement, tout ça mis bout à bout, on arrive parfois à avoir des essais qui se font, mais qui malheureusement d'un point de vue statistique vont être sous-puissants et donc arriver in fine, malgré tous les efforts et toutes les contraintes que ça a, à des résultats négatifs et parfois à des faux négatifs pour le coup, et on passe parfois à côté de traitements qui peuvent être bénéfiques pour les patients. Alors, quand on parle d'essais cliniques, un des gold standards évidemment c'est l'essai contrôlé randomisé. Le problème de ces essais contrôlés randomisés, c'est que malgré toutes les hypothèses statistiques qu'on peut faire, il faut un nombre de sujets suffisant et généralement on est plutôt sur de l'ordre d'une centaine de patients. Et donc faire des essais contrôlés randomisés évidemment dans les maladies rares, ça implique une puissance statistique limitée et évidemment des essais à rallonge avec des inclusions interminables et des coûts très importants. Donc heureusement, il existe des alternatives. Donc là, je vous ai mis globalement quelques exemples d'essais cliniques de design sans être forcément exhaustif. L'idée est de trouver les designs qui permettent finalement de réduire le nombre de sujets tout en répondant à la question scientifique. Alors je vais balayer assez rapidement le N of one. Globalement, c'est des essais qui sont plutôt réservés dans les maladies ultra rares et c'est très centré sur le patient. L'idée, c'est qu'on va avoir finalement des séquences de traitement alternées avec des séquences soit de placebo, soit d'absence de traitement, ou soit plusieurs traitements différents. L'idée, in fine, c'est de choisir le meilleur traitement pour le patient en question. Alors, d'un point de vue statistique, évidemment, c'est assez compliqué à généraliser. Je vous en parle ici parce que l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a suffisamment de N of trial, il y a des méthodes statistiques qui existent pour essayer d'agréger et d'arriver à synthétiser finalement l'information et généraliser l'information. Je vous parle également ici d'essais croisés, donc d'essais en crossover, peut-être que ça parle à certains. L'idée, c'est que le patient ait son propre contrôle, et donc on réduit ainsi la variabilité interindividuelle, et donc on réduit de facto le nombre de patients nécessaires. L'inconvénient de ces essais croisés, c'est que l'hypothèse qu'on fait, c'est que le patient qu'on prend en début d'étude et à la fin de l'étude, il n'est pas censé avoir évolué du point de vue de sa pathologie. Puis, malheureusement, ce n'est pas forcément le cas pour toutes les pathologies. Je parle ensuite des essais monobras avec plus ou moins contrôle externe. Donc là, c'est des séries prospectives de patients qui sont tous traités, associés à des contrôles externes. L'idée, c'est d'aller chercher des contrôles soit dans des bases de données, soit dans des données rétrospectives. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir gérer statistiquement tous les biais associés au fait qu'on va aller chercher des contrôles externes. Alors, parfois, quand on a vraiment des très très petits effectifs, quelques dizaines de patients, ce qu'on peut faire quand on a un essai médicament, on peut utiliser ce qu'on appelle des méthodes quantitatives avancées. Donc là, l'idée, ça va être d'essayer de modéliser finalement toute la chaîne causale qui existe depuis la dose du médicament jusqu'à la réponse clinique, en passant par les concentrations du médicament, éventuellement un biomarqueur de la maladie. Donc on va finalement construire des modèles, ce qu'on appelle pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, finalement de toute cette chaîne de la dose jusqu'à la réponse clinique. Et donc,
quand on a effectivement ce type de modélisation, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir finalement renforcer quelque part l'inférence causale, et donc finalement non pas juste répondre à la question est-ce que mon traitement marche, mais aussi finalement comment est-ce qu'il marche et pourquoi est-ce qu'il marche. Je vous ai mis un exemple très rapide là de ce type de méthode qu'on a utilisé dans le syndrome d'Aicardi-Gouttière. Donc c'était un essai monobras juste sur 11 patients. Et donc sur ces 11 patients, ils ont été traités par 3 molécules, donc des antirétroviraux. Et donc on a pu modéliser finalement la pharmacocinétique de chacune de ces 3 molécules. On a également fait un modèle mathématique sur l'évolution d'un biomarqueur de cette maladie qui est la signature interféron, sur des périodes de temps hors traitement et pendant traitement. Et donc, on a pu finalement, in fine, proposer un modèle qui part évidemment de la dose, des concentrations, jusqu'à finalement expliquer la variation du biomarqueur. Et donc, voilà, on a pu publier ça dans une belle revue. Et donc, tout ça pour vous montrer qu'on peut faire des essais sur 11 patients et apporter un niveau d'information important. En allant un tout petit peu plus loin sur les aspects de modélisation, je voulais vous parler aussi des modélisations orientées vers le jumeau numérique. Et en particulier dans les essais cliniques, ils sont pour le moment utilisés principalement dans les études de recherche de dose. Donc l'idée, c'est de modéliser complètement in silico, finalement, le corps humain, avec les organes et les tissus, associés à leur volume et leur débit de perfusion. L'idée, c'est qu'on va pouvoir prédire à la fois l'absorption, la distribution du médicament au sein de tous ces organes et tissus, et son élimination. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir finalement tester une dose d'un médicament complètement in silico avant même l'administration à l'homme. Je vous ai pris 2 exemples pour illustrer ça. Donc c'est dans la mucoviscidose, et donc traité par ce qu'on appelle les modulateurs de CFTR, donc c'est les CAFTOR, c'est vraiment une classe thérapeutique qui a révolutionné la prise en charge de ces patients. Et donc, en particulier, un médicament qui s'appelle le Kaftrio, qui a la même actuellement à partir de 2 ans. Et la question se posait de traiter finalement les patients avant 2 ans, qui peuvent avoir parfois des atteintes pulmonaires et digestives qui peuvent débuter très précocement dans la maladie. Une autre indication, c'est le traitement par Kaftrio chez la femme enceinte, dans finalement 2 indications, à la fois chez la femme enceinte qui est atteinte par la mucoviscidose et qui doit continuer son traitement finalement, mais aussi dans certains cas où la femme est saine, mais le bébé est atteint de mucoviscidose, et on observe parfois des atteintes très tôt in utero, comme par exemple l'ileus méconial. Donc je vous montre là ce qu'on a fait. L'idée, c'est qu'on a utilisé ces modèles. On a incorporé dans ces modèles finalement toutes les variations physiologiques liées à l'enfant, à la fois tout ce qui est volume d'organes, débit de perfusion, etc. On a pu simuler différentes doses chez ces patients virtuels, et donc proposer ainsi des doses en fonction du poids qui permettent d'atteindre des expositions efficaces connues chez l'adulte. Donc c'est un travail qui a fait l'objet d'une publication là ce mois-ci. Chez la femme enceinte, ça se complique un petit peu plus, puisqu'il faut prendre en compte à la fois le passage transplacentaire, mais aussi l'exposition fétale. Donc, on a incorporé au sein de ce modèle des données issues de placenta ex vivo. Donc, il y a une plateforme aujourd'hui qui existe au CIC Port-Royal qui fait ces manips ex vivo sur placenta perfusé. Et donc, on a extrait finalement ces données qu'on a pu intégrer dans ces modèles in silico. On a pu également intégrer un modèle in silico fétal. Et donc, on a pu finalement prédire à la fois l'exposition maternelle, mais aussi l'exposition fétale à ces médicaments. Alors, au-delà de la modélisation, évidemment, l'autre apport majeur et le levier majeur, c'est l'utilité des entrepôts de données de santé et des bases médico-administratives, puisque, en effet, évidemment, on va avoir accès à des populations plus larges. C'est une source de données importante pour mieux comprendre l'histoire naturelle et le parcours de soins. Et c'est surtout, comme je vous le disais au départ, une bonne source pour trouver des groupes comparateurs et des contrôles externes, et éventuellement aussi faire des essais, ce qu'on appelle émulés, au sein de ces bases de données. C'est aussi une source importante de données pour évaluer l'efficacité et la sécurité de ces médicaments en conditions réelles. Et puis, dernier point que je voulais aborder, c'est finalement, quand on parle de maladies rares, évidemment, il faut essayer de collaborer, en particulier au niveau européen, international.
Et comme chacun sait, finalement, le partage de données de santé, c'est vraiment très très complexe encore aujourd'hui. Il y a des approches qui existent qui s'appellent les approches fédératives. Donc l'idée, c'est que finalement chaque centre va garder ses propres données. Donc il n'y a aucun partage finalement de données. Ce qui est seulement partagé, c'est finalement les paramètres d'un métamodèle qui va être envoyé au sein d'un serveur. Et in fine, on va pouvoir arriver à un modèle global agrégé qui va être finalement équivalent à si tout le monde avait finalement partagé toutes ces données. Donc c'est particulièrement adapté à tout ce qui est collaboration européenne, voire internationale. Et donc, pour conclure, je voulais vous dire que l'absence d'essais randomisés contrôlés dans les maladies rares, ce n'est pas une fatalité. Il y a tout un tas d'autres moyens pour démontrer finalement l'efficacité avec un niveau de preuve important. Il y a des designs d'essais adaptés. Je vous ai montré en particulier la modélisation quantitative avancée. La plus-value des données de vie réelle également. Et donc, voilà, donc à chaque maladie rare, on peut trouver le bon essai et la bonne méthodologie pour répondre à la question donnée. Voilà, merci. On a le temps pour quelques questions. Merci Naïm, et merci du privilège de travailler avec toi, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais ma question c'est pour le dernier modèle là, fédératif. Comment tu fais, s'il n'y a pas de partage de données, pour arriver à tester le modèle sur les données? J'ai un peu de mal, ou j'aimerais bien que tu expliques un peu. Alors, l'idée c'est que finalement, chaque centre va faire tourner le même modèle mathématique, globalement. Et donc, ce qui va être envoyé au niveau du serveur, ce n'est pas les données, mais finalement les paramètres du modèle qui vont être agrégés. Alors, je la fais simple, mais les données ne transitent pas finalement entre les centres. Seules les données du modèle vont transiter. J'ai une question. Pratiquement, même avec ces modèles alternatifs des essais cliniques, les résultats subissent la même évaluation de la part des institutions comme la HAS ou la NSM. Est-ce que vous êtes d'avis aussi que les critères d'évaluation devront être adaptés aux maladies rares? Ah oui, absolument. Alors, il y a quand même une avancée, je dirais, un petit peu, globalement, sur, en tout cas, l'acceptation du fait qu'on ne peut pas avoir un niveau de preuve globalement équivalent avec des maladies rares. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une vraie discussion, en tout cas, avec les autorités. Je dirais même bien en amont, de toute façon, avec eux pour discuter du design et faire valider finalement toutes les hypothèses qu'on fait. Et voilà, donc oui, effectivement, il y a des efforts à faire de ce côté-là. Est-ce que, pour aller plus loin dans cette question, est-ce qu'on doit avoir des endpoints différents dans les maladies rares par rapport à ceux habituellement, en particulier la mortalité, qui est habituellement le critère de jugement principal le plus important? Est-ce que dans les maladies rares, justement, on doit réfléchir, on a vu des designs différents, mais est-ce que les critères de jugement doivent être différents aussi? Alors, je pense que ce qui est important aussi dans les maladies rares, c'est de bien caractériser, alors bien comprendre effectivement la maladie et la progression de la maladie, ça c'est évident. Avoir un biomarqueur validé dans une pathologie en particulier, ça c'est quelque chose de très important. Et pareil, c'est à discuter aussi avec les autorités, mais bien travailler sur des biomarqueurs prédictifs finalement de la mortalité, ça c'est aussi une manière finalement de répondre indirectement à la question. Ouais. Merci beaucoup.